Les premiers otages pourraient être libérés par le Hamas dès dimanche, sous réserve que le cabinet de sécurité israélien approuve le cessez-le-feu annoncé mercredi par les médiateurs. Les Nations Unies et le gouvernement britannique annoncent de nouvelles aides pour l'Ukraine, alors que l'entrée en fonction imminente de Donald Trump fait craindre une baisse du soutien américain. La situation migratoire au cœur de la rencontre entre le Premier ministre grec et le commissaire européen en charge de ces questions. En 2024, la Grèce a connu une hausse de 25% des arrivées de migrants. Le célèbre réalisateur américain David Lynch est mort jeudi à l'âge de 78 ans. Il laisse derrière lui une œuvre visionnaire et étrange qui s'étend bien au-delà du cinéma. Le gouvernement israélien annonce que les premiers otages pourraient être libérés dès dimanche, dont 2 ressortissants franco-israéliens selon le président français Emmanuel Macron. Cette annonce intervient alors que le gouvernement israélien a évoqué des obstacles de dernière minute à la finalisation du cessez-le-feu annoncé mercredi par les médiateurs qataris et américains. Celui-ci prévoit l'arrêt des combats pendant 42 jours, un retrait des troupes israéliennes des zones peuplées de Gaza et l'échange de 33 otages détenus par le Hamas contre des prisonniers palestiniens. Pour entrer en vigueur dimanche comme prévu, cet accord doit encore être approuvé définitivement par le gouvernement israélien. Le cessez-le-feu permettrait également à des centaines de milliers de Palestiniens déplacés de retourner chez eux, même si beaucoup d'entre eux ont perdu leur habitation dans les bombardements. Alors que le cessez-le-feu a été annoncé par les médiateurs mercredi, le vote d'approbation a été retardé jeudi par Israël, qui accuse le Hamas d'être revenu sur certains points de l'accord afin d'obtenir de nouvelles concessions. Des affirmations que le groupe militant conteste, un haut responsable déclarant que le Hamas est attaché à l'accord annoncé par les médiateurs. Benyamin Netanyahou devrait convoquer le cabinet de sécurité dans le courant de la journée de vendredi. Une réunion plénière du cabinet devrait ensuite avoir lieu samedi soir, juste avant la mise en œuvre prévue du cessez-le-feu. La guerre fait rage depuis 15 mois à Gaza, après l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023, où le groupe a tué 1200 personnes et en a pris 251 autres en otage. Israël a répondu par une offensive dévastatrice qui a tué plus de 46 000 Palestiniens. La campagne militaire a rasé de vastes étendues de Gaza et forcé environ 90% de la population à quitter leur habitation. Des responsables des Nations Unies ont rencontré Volodymyr Zelensky à Kiev jeudi pour discuter d'un nouveau plan d'aide humanitaire à l'Ukraine. À hauteur de 3,32 milliards de dollars, celui-ci a pour objectif de venir en aide à plus de 8 millions de personnes touchées par la guerre. L'ONU explique que le financement est destiné à soutenir l'assistance critique pour environ 6 millions de personnes vivant en Ukraine et à soutenir les gouvernements des 11 pays qui accueillent des réfugiés ukrainiens. This is the first visit we've done as a joint visit, and it's a sign of our solidarity as the whole UN family. Thank you. And I really want to start there. That we've been with you throughout this war, and we're here to demonstrate that solidarity. Plus tôt dans la journée, Volodymyr Zelensky avait rencontré le Premier ministre britannique Keir Starmer dans la capitale ukrainienne. Les deux dirigeants ont signé un traité de partenariat de 100 ans qui vise à assurer la sécurité durable de l'Ukraine, notamment dans les domaines du commerce et de l'énergie. Volodymyr Zelensky et Keir Starmer auraient également évoqué l'idée lancée par le président français Emmanuel Macron d'un déploiement de troupes occidentales en Ukraine pour surveiller un futur cessez-le-feu. Le président ukrainien multiplie les rencontres diplomatiques à l'approche de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche lundi. Le prochain président américain a critiqué à de nombreuses reprises le montant de l'aide militaire et humanitaire que Washington accorde à Kiev depuis le début de la guerre. Il a également assuré qu'il mettra fin au conflit dans les 24 heures suivant son entrée en fonction, sans toutefois donner plus de détails. Ce qui a commencé par 24 heures s'est transformé en une demi-année. Dans un rappel à la réalité plutôt brutale, Donald Trump a déclaré qu'un délai de 6 mois était plus réaliste pour mettre fin à la guerre en Ukraine. L'ancien ministre ukrainien de l'économie, Timofey Milovanov, a déclaré à Euronews que cette révision du calendrier était un bon signe pour Kiev. The worst possible scenario would be surrender of Ukraine, and that's the 24-hour scenario, where basically, the US has leverage over Ukraine and the EU in terms of support, and doesn't have much leverage at the moment over Russia, which means accepting the Russian demands
and putting pressure on Ukraine to accept Russian demands. That's why the 24-hour scenario is the worst scenario possible for Ukraine. So the sign that they are talking now about 6 months or 3 months suggests that they will be building leverage over Russia, and that's why they need time. Ce levier de pression pourrait se mettre en place en coordination entre deux administrations américaines avec la dernière tentative de Biden de confisquer 300 milliards de dollars d'actifs russes. Now, but the news is not in the attempt to confiscate, but in the fact that it is last ditch suddenly, which is coordinated, if you look at the news, with the Trump administration. Basically, it's signaling to Russia that we're going to try to find leverage over you. And if you want your money back, we're willing to haggle over it. Pour Milovanov, tout cela indique que l'administration Trump évolue vers un scénario peu favorable à la Russie. Mais cela ne signifie pas nécessairement favorable à l'Ukraine et à son peuple. The reality is that we need to look at what people are willing to accept and what people are not willing to accept. What people are not willing to accept is a change of constitution, disarming of Ukraine, or ceding unoccupied territories. What are people willing to accept based on the surveys is some kind of temporary acceptance that we do not control the territories, so some kind of de facto reality. So people are willing to accept reality, but are not willing to surrender. Milovanov estime qu'en fin de compte, Poutine devrait vendre tout accord à la société russe comme sa victoire, tandis que Kiev doit le présenter en Ukraine comme une garantie contre de futures invasions. Et ces garanties exigeraient bien plus qu'une simple signature sur le papier, compte tenu des précédentes garanties promises, puis rompues par la Russie, ajoute-t-il. En 2024, la Grèce a connu une hausse de 25% des arrivées de personnes fuyant la guerre ou la pauvreté. Une situation que le pays a parfois du mal à gérer et dénonce régulièrement. Le sujet était au cœur de la rencontre à Athènes entre le Premier ministre grec et le commissaire européen chargé des questions migratoires. Ce conservateur autrichien prône depuis longtemps une politique migratoire ferme et n'hésite pas à parler d'expulsion. Greece, of course, plays such an important role and is such a good partner also of the European Union altogether, not only when it comes to the topics we are discussing, security, but also migration. The topic of returns also is something we have to deliver, definitely. And we will deliver, hopefully. I'm still optimistic, even though I just started. Greece is a country that has found itself on the forefront of the migration crisis for many, many years. We're happy with the progress that has been made at the European level in terms of a rebalancing of our overall European migration policy towards the protection of the external borders, with a significant emphasis on returns. Cette visite intervient quelques jours après l'annonce de la condamnation de la Grèce par la Cour européenne des droits de l'homme pour refoulement systématique de migrants à ses frontières. Malgré les déclarations des autorités grecques, Athènes est souvent accusée par les médias et les ONG d'avoir recours à cette pratique contraire au droit international. L'affaire jugée par la CEDH remonte à 2019 et concerne une ressortissante turque, opposante politique. Malgré sa demande d'asile, la jeune femme avait été emprisonnée en Turquie, après avoir été refoulée par les autorités grecques qui devront lui verser 20 000 € de compensation. Tout comme l'Italie, la Grèce est en première ligne des arrivées de migrants qui veulent rejoindre l'Europe par la Méditerranée, une traversée dangereuse qui a conduit à plusieurs drames au large des îles grecques. 3 mois après le dernier scrutin législatif, le Parlement bulgare valide la coalition de Rosen Jeliaskov. Le Premier ministre conservateur est à la tête d'une coalition formée avec son parti conservateur, GERB, le Parti socialiste, un mouvement anti-système et le soutien d'un parti de la minorité turque. Selon les analystes, Rosen Jeliaskov aura du mal à aller au bout de son mandat de 4 ans. Сред основните приоритети на правителството ще бъдат извеждане на качеството на живот на хората с фокус върху здравеопазването, образованието и развитието на пазара на труда. La Bulgarie traverse la pire crise politique de son histoire depuis la fin du communisme. Le pays a organisé 7 élections législatives depuis 2021. Selon les derniers sondages, les 3/4 des Bulgares étaient favorables à n'importe quelle coalition pour avoir enfin un gouvernement. Le célèbre réalisateur américain David Lynch est mort jeudi à l'âge de 78 ans. Si la cause de son décès est encore inconnue, David Lynch avait révélé en 2024 qu'il souffrait d'emphysème, une maladie qui détruit les parois des alvéoles pulmonaires.
Il laisse derrière lui une œuvre légendaire qui mêle l'horreur, le film noir et le surréalisme. Après des études de peinture, David Lynch a marqué l'industrie cinématographique en 1977 avec le film surréaliste Eraserhead. Il a par la suite connu un succès international avec des films tels qu'Elephant Man, Mulholland Drive, Blue Velvet ou encore Sailor et Lula, qui a remporté la Palme d'Or à Cannes en 1990. Son dernier long métrage, Inland Empire, est sorti en 2006. Le réalisateur, mais également scénariste, acteur, peintre et musicien, a aussi posé les bases des séries télévisées modernes, avec les 2 premières saisons de Twin Peaks au début des années 90. Une histoire que David Lynch a continuée en 2017 avec Twin Peaks The Return, le dernier grand projet de sa carrière. Le réalisateur a reçu un Oscar honorifique pour l'ensemble de sa carrière en 2019. Steven Spielberg a salué un réalisateur visionnaire, et Naomi Watts a exprimé sa profonde tristesse, affirmant que c'est David Lynch qui l'a fait connaître au grand public avec Mulholland Drive. Ce lancement devait être une démonstration de force pour SpaceX, quelques heures après le premier vol en orbite de la fusée de Blue Origin, la société spatiale du milliardaire Jeff Bezos. Lors d'un nouveau vol d'essai jeudi depuis une base spatiale au Texas, SpaceX a réussi à rattraper le premier étage de sa méga fusée Starship. En effet, après la séparation des 2 étages, le propulseur Super Heavy est redescendu vers la zone de lancement. L'entreprise d'Elon Musk a réussi cet exploit technique pour la 2e fois, pourtant il s'agit d'un succès en demi-teinte. SpaceX a ensuite annoncé avoir perdu tout contact avec l'étage supérieur qui a explosé, ce qui a donné lieu à des traînées de débris dans le ciel similaires à une pluie d'étoiles filantes. Une scène commentée par Elon Musk sur son réseau social X, le patron de SpaceX a déclaré « Le succès est incertain, mais le divertissement est garanti ».